Bonjour, mon nom est Conrad Pinault et je vous souhaite bienvenue à notre nouveau programme par webinaire sur le développement de votre tennis. Nous vous offrirons des capsules sur différents sujets pour aider votre niveau de jeu. Les capsules seront autant pour le simple que pour le double. Nous toucherons l'aspect tactique, psychologique et physique. Cette capsule aura pour but de vous sensibiliser de l'impact des notions des sciences sur notre sport. Avoir certaines connaissances scientifiques pourra sûrement vous aider dans vos choix de jeu et dans la compréhension de certaines erreurs. Ce contenu est applicable pour tous les niveaux de jeu. Bon visionnement. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment des joueurs pouvaient garder la balle dans le terrain en frappant au-dessus de 150 km/h, alors que par moment, nous avons de la difficulté lorsque nous frappons nous-mêmes à peine à 50 km/h? Nous allons analyser quelques exemples et voir comment la science explique ces possibilités. Voici un premier exemple de Verdasco. Il frappe un coup droit en pleine course à 179 km/h. Remarquez comment il s'y prend pour frapper ce coup. Murray a frappé un coup droit à 199. Il déborde l'adversaire, joue mollement, rentre dans le terrain et prend la balle tôt pour attaquer. 199 km/h, un coup droit. Mon fils a frappé un coup droit à 202 km/h. Il bâtit son point. Regardez bien ça. Il bâtit son point jusqu'à l'adversaire relance un coup un peu moins de qualité pour attaquer. Remarquez comment il s'y prendra pour attaquer ce coup. 202 km/h. Alors, comment expliquer que certains joueurs peuvent frapper un coup droit à 180 km/h? Qu'ont-ils en commun? Verdasco mesure 1,88 m, mon fils 1,93 m, Murray 1,91 m. Verdasco et Murray ont sauté jusqu'à 5 à 7 cm pour frapper la balle à hauteur d'épaule. Tandis que mon fils a sauté pour prendre la balle à hauteur de la poitrine. Donc, les trois ont pris la balle au-dessus de la hauteur du filet. Cela leur permettra de frapper un coup avec un angle descendant. Il y a moins de limites de vitesse dans un angle descendant que dans un angle montant. Murray sera le plus près du filet, donc il aura plus d'angles. Et les trois ont utilisé une biomécanique complète du corps. Dans les principes scientifiques, voici quelques-uns dans lesquels on peut s'identifier. Il y a des règles mathématiques, il va y avoir des règles physiques, il y a des normes au niveau biomécanique. Ici, nous appellerons ça des fondamentaux de base. Et il y aura aussi des techniques spécifiques qui serviront à contrôler la balle. Il faut faire des priorités dans nos choix techniques. Ce que la balle fait avant de savoir ce que le corps doit faire pour contrôler la balle. Voici un exemple, si nous parlons du corps. Federer, qui exécute un coup droit sur balle profonde, et vous voyez les étapes du coup. Toutes ces étapes de mouvement du corps, nous appelons ça des fondamentaux de base. Si nous voyons toutes ces étapes sous forme vidéo, vous remarquerez l'utilisation de la biomécanique est faite dans un bon ordre et c'est ce que nous appelons avoir du rythme. L'allègement, la technique du premier pas, tourner le haut du corps dans la bonne direction, position des bras derrière stable,
avant que le bond de la balle soit fait. Début de la torsion en commençant le mouvement de bas vers le haut pour pouvoir continuer à faire la rotation des épaules, arriver à l'impact face au filet, maintenir la rotation du corps après l'impact et le pas de replacement. Nous aurons plus tard la chance de voir des capsules spécifiques sur l'analyse des différents mouvements techniques. Il sera possible de bouger son corps correctement dans le bas d'ordre et quand même manquer de précision dans la projection de notre cou. Voyons maintenant ce que la balle fait. Nous appellerons ça des fondamentaux spécifiques, mais nous pouvons projeter et recevoir la balle de différentes façons. La hauteur, la vitesse, la direction, l'effet et la distance. Les fondamentaux spécifiques seront les petits ajustements à faire pour contrôler cette trajectoire de balle recherchée. Comment peut-on, par exemple, modifier la trajectoire de la hauteur d'une balle de notre cou? Ou comment pouvons-nous varier la vitesse ou la direction? Nous irons beaucoup plus loin dans d'autres capsules pour pouvoir analyser les petits détails qui font qu'on peut envoyer la balle un peu plus haut ou un peu plus bas en variant certains petits fondamentaux. Pour commencer, il nous faut comprendre l'analyse de la trajectoire de la balle sous différents angles. L'analyse du mouvement d'un projectile sera pratique si nous avons une base de physique. Voyons à titre d'exemple les différentes trajectoires de balle en variant quelques contrôles de balle. Imaginons une frappe de la ligne de fond à une hauteur de 50 cm du sol et que le coup est joué sans effet et que le coup est frappé à 127 km/h juste au-dessus du filet. Vous remarquerez la vitesse à respecter par tranche de 1 mètre par-dessus le filet afin que la balle puisse rester dans les limites du terrain. L'effet sera aussi une autre composante qui va varier la distance, mais dans cette situation, elle ne sera pas tenue compte. Maintenant, imaginez la situation si nous frappions toujours la balle à la même vitesse, mais que l'on projetait la balle à différentes hauteurs. Vous remarquerez les différentes distances atteintes, et c'est lorsque nous projetons notre coup à 45 degrés que la balle ira le plus loin. Par contre, il faut savoir que lorsque vous projetez la balle au-dessus de 45 degrés, vous pouvez augmenter graduellement la vitesse à nouveau. Il vous sera possible de jouer la balle à la même vitesse que celle qui a été jouée près du filet si nous projetons la balle à 85 degrés. Assurément, la hauteur en sera énormément affectée. Maintenant, voici un autre concept scientifique. Ce concept de physique optique est primordial dans la compréhension de comment la balle peut ressortir de votre raquette selon sa provenance. Comme le rayon lumineux dans un miroir, le rayon sortira dans le même angle qu'il est entré. Il nous faudra compenser par quelques points techniques afin de contrôler la trajectoire de la balle. Imaginez que vous montez au filet et que votre adversaire essaie de vous passer en croisée. Vous vous déplacez, vous exécutez la volée, mais la balle va dans le corridor. Que s'est-il passé? C'est exactement la conséquence de cette loi. Il y aura quelques options afin de s'assurer à ce que la balle puisse suivre notre intention. Étant donné que la balle a un angle d'incidence, elle aura tendance naturellement à avoir l'angle de réflexion qui s'en va dans l'autre direction. Pour contrôler cette réflexion, il va falloir faire des actions techniques pour que la balle puisse aller dans la trajectoire désirée. On pourra soit modifier l'angle pour pouvoir arriver à changer cette réflexion-là, ou en changeant la vitesse de frappe pour que l'angle ne se dirige pas vers l'extérieur. Cette règle s'applique souvent dans tout ce qui est les changements de direction.
À chaque fois que nous recevons un coup en croisée et que nous voulons jouer en parallèle, cette règle-là s'applique, autant au filet qu'en fond de terrain. La loi d'angle d'incidence et d'angle s'applique aussi lorsque nous voulons frapper la balle dans le rebond. Imaginez que votre adversaire vous envoie un lob et vous prévoyez que cette balle rebondira trop haute derrière. Vous décidez de vous approcher et de prendre dans le rebond avant que la balle puisse monter trop haute. Mais vous n'y arrivez pas car votre coup, au lieu de s'en aller vers l'avant, retourne vers le haut mollement et tombe et donne une balle facile à l'adversaire. Que s'est-il passé dans cette situation-là? Encore la loi d'angle d'incidence et l'angle de réflexion. C'est exactement la même chose. La balle quittant le sol très verticalement aura tendance à rebondir vers le haut dans votre raquette. Ceci demande un très haut niveau de coordination pour centrer la balle, car la balle bougera verticalement alors que votre trajectoire de raquette bougera, elle, horizontalement. Il est fortement suggéré d'éviter des accélérations trop prononcées dues à la difficulté du timing. Avoir un mouvement qui nivelle et stable facilitera le timing. Il faut connaître ses distances lorsque nous sommes à la ligne de fond. On peut, par des connaissances de géométrie, avoir un peu plus de connaissances, ce qui va faire que le terrain n'aura plus de secret pour vous. En calculant des hypoténuses, nous apercevrons que le croisé sera différent selon l'endroit du terrain. Le terrain a 23 mètres 78. Donc, si on fait un croisé, mais du centre du terrain, donc, cette distance aura 24 mètres et 13. Par contre, si on fait un croisé du coin, on est rendu à 25 mètres 16. Il faut aussi comprendre selon où nous sommes dans le terrain. Donc, si nous frappons du mi-terrain, du trois quarts de terrain ou du milieu de carré de service. Vous voyez la différence? Si j'ai la même cible, mais que je frappe du trois quarts, du mi ou à l'intérieur du carré de service, vous aurez des distances qui seront différentes. Et la même logique, si vous frappez de 4 mètres derrière et vous décidez de faire un coup en parallèle, la distance à parcourir est de 27 mètres, alors que le terrain en a seulement que 23. Si vous êtes profond dans le centre, vous êtes rendu à 28. Et si vous êtes dans un coin et vous décidez de jouer en croisée, 29. Donc, imaginez, si vous décidez de faire ce coup-ci, mais de la même façon que vous jouez ici, il y a des chances que votre balle va tomber 3 à 4 mètres trop courte. Ce qu'il faut comprendre au niveau de la distance, c'est que c'est une équation. La distance n'existe pas en soi. Elle est une résultante de 3 contrôles de balle. Nous pouvons donc varier la distance, soit en modifiant la hauteur, la vitesse et l'effet. L'effet sera une capsule très spécifique que nous verrons plus tard. Mais une chose importante à comprendre, il faut faire la différence entre la vitesse de la raquette et la vitesse de la balle. Le sens du vecteur force appliquée sera déterminant. Vitesse. Est-ce que vous connaissez la vôtre? Les mathématiques seront un outil important pour le calcul de la vitesse. Il s'agit de faire une simple règle de 3 nous permettant de mesurer la vitesse moyenne d'un échange. C'est le nombre de coups dans un espace-temps. On mesure la distance que la balle a parcourue et ensuite de ça, on peut faire la règle de 3 pour pouvoir y arriver. Je vous laisse regarder le point. J'ai mis un chrono. Quelle est la vitesse moyenne de cet échange selon vous? Je commence le chrono ici. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 coups. Autour de entre 20 et 21 secondes. Donc, quelle était la vitesse moyenne de ce point? Est-ce que c'était A, 50 km/h, B, 60 km/h, C, 70 km/h? La réponse est B, 60 km/h. Il faut comprendre l'exercice qu'on a fait tantôt. Lorsqu'on fait des analyses comme ça, il faut se souvenir que chaque balle était jouée dans quelle partie? Est-ce que le joueur a frappé une balle ici pour aller vers le centre ou ainsi de suite? Je vous ai facilité le scénario, je l'ai fait par moi-même. Les joueurs ont frappé 14 coups et chaque coup que j'ai additionné donne autour de 304, 365 mètres approximatifs en 21 secondes. Ce qui donne en distance parcourue par seconde 21 secondes, 6, ce qui donne une moyenne de 60,4 km/h. Maintenant, vous savez pourquoi certains joueurs peuvent frapper certains coups très puissants. Ils ne le font pas sur n'importe quelle sorte de balle. Il y a une limite de vitesse que vous devez respecter pour pouvoir exécuter des coups lorsque la balle est plus bas que le niveau du filet. C'est quoi l'angle d'incidence et l'angle de réflexion? Puis comment calculer votre vitesse d'échange? À vous de jouer maintenant. J'espère que vous avez aimé cette mini-capsule sur certaines lois mathématiques et physiques de notre sport. Merci beaucoup et à la prochaine capsule.